à nos propres miroirs. Dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire d'inquiétude ou de fausse révérence, nous nions son statut de personne, cette individualité spécifique sur laquelle nous insistons pourtant sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, pardon. Donc pour comprendre ce qui fait face, ce qui nous fait réagir en tout cas face à l'altérité, que ce soit en termes de compassion, de méfiance ou à l'extrême de sentiments de rejet, il faut pouvoir justement identifier nos propres formes d'appartenance culturelle, lesquelles forment nos préjugés, hein, comme je le disais tout à l'heure, nos stéréotypes, nos manières de voir le monde, de juger ce qui est bon et mauvais, en termes de soins, de ce qui constitue un comportement normal ou pathologique, de ce qui distingue un bon malade d'un mauvais malade, et aussi de ce qui est autorisé en termes d'expression de la maladie et de la souffrance. Alors en anthropologie, nous faisons souvent référence à cette image de l'iceberg pour montrer que les représentations du monde dont nous sommes porteurs ne sont généralement qu'une partie infime, en tout cas qui nous est... cette partie infime, c'est cette petite partie dont nous sommes conscients. Mais vous verrez que la partie la plus importante est cette partie immergée de l'iceberg. Or, si je ne fais pas ce travail d'aller à la recherche de ces valeurs, ces présomptions, cette vision du monde qui façonne mes pensées, il me sera difficile d'opérer ce pas de côté qui est pourtant si nécessaire pour créer les conditions d'une rencontre dans laquelle je ne plaquerai pas sur l'autre ces valeurs et ces présomptions précisément. Donc, pour finir, pour boucler cette première clé d'appréhension de l'altérité qui est le décentrage, il s'agit de se comprendre soi-même pour lutter contre les jugements ethnocentriques, donc se méfier de ses premières intentions, se mettre en doute. Comme le psychiatre du centre Minkowska nous le rappelle souvent, le stéréotype s'impose, le thérapeute dispose, c'est-à-dire qu'on ne fait pas fi de nos stéréotypes et de manières de penser. Par contre, on peut s'exercer à les voir venir et à les empêcher de filtrer toute la réalité pour nous, à notre insu. C'est aussi s'informer pour mieux communiquer, apprendre à écouter sans chercher à interpréter. Alors ça, c'est le grand défi de tout un chacun. Et dans les situations de conflit ou de malentendu, et c'est important dans le domaine du soin, c'est reconnaître qu'on a affaire à un conflit de valeurs et non nécessairement à des comportements aberrants. C'est considérer l'autre comme partenaire égal, valoriser son point de vue, et c'est tenter de rapprocher donc les deux parties dans un processus de reconnaissance mutuelle. Alors vous voyez, je commence du plus abstrait et rassurez-vous, nous allons aller vers du pragmatique. Et un intermédiaire justement en termes de cheminement vers le pragmatique, c'est la communication. Pour se rencontrer, bien entendu, il faut pouvoir communiquer. Alors, comme je le disais à l'instant, à différents niveaux, selon notre culture familiale, celle dans laquelle nous avons grandi, le contexte national et historique dans lequel nous sommes attachés, l'époque dans laquelle nous évoluons, la culture professionnelle à laquelle nous avons été formés, la biomédecine et ses sous-disciplines sont des cultures à part entière. Nous fonctionnons tous avec ce que j'appelle des prêts-à-penser l'altérité, dont vous avez une illustration ici sur cette slide, et je pense que vous repérerez assez facilement des choses qui vous font écho. En tout cas, sans référence culturelle partagée et souvent sans langue commune, la première étape de cet échange va donc reposer sur ces idées préconçues qui sont nourries par plusieurs choses, mais entre autres par ce qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, donc l'imaginaire collectif de la société, Barbara l'a dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi, auquel donc appartiennent les interlocuteurs et leurs expériences personnelles. Dans le contexte de l'accueil plus précisément des personnes en situation de migration, ceux qu'on appelle justement les migrants, et donc le premier filtre, ça va être la constitution d'une catégorie auquel appartiennent ces personnes, ça va être la difficulté derrière cette catégorie d'aller repérer la singularité du parcours de chacun. Donc ça, c'est le premier obstacle. C'est aussi une catégorie, et vous le savez, qui est dépendante de différents mécanismes de hiérarchisation des groupes sociaux. Il y a donc les migrants qui seraient légitimes, ceux qui sont moins légitimes, ceux qui sont désirables, ceux qui le sont moins, bref.
Et certainement, les médias, tout ce qui nourrit notre imaginaire collectif, nous met dans, pour reprendre l'expression d'Ève Parier un peu plus tôt aussi cet après-midi, là, on se sent dans le mode du subir. Là, c'est l'invasion, c'est le groupe, c'est quelque chose qui nous déborde et ces images nous renvoient véritablement à cela. Donc dans un climat bien sûr socio-économique assez précaire et un climat politique tendu, ces lignes de démarcation sont encore plus marquées, elles conditionnent la rencontre. Donc il convient à chacun en tant que professionnel, donc médecin, travailleur social, juge, peu importe, de pouvoir être critique de ces représentations. Et je dirais que peut-être une autre clé à laquelle que j'avais pas pensé identifier un peu plus tôt et qui a été nourrie par les interventions que nous avons eues cet après-midi, c'est la question de s'informer. Aujourd'hui, des sociologues comme Catherine de Wenden, des démographes comme François Héran, nous montrent le décalage entre les chiffres, la réalité des constats des politologues et ce qui est véhiculé dans les discours, qu'ils soient élaborés au niveau des médias ou des politiques. Donc cet esprit critique est fondamental. Pour aller à la rencontre de la personne, donc, derrière ces catégories, je reprends ce que je disais en début de deuxième clé, c'est l'impératif est de trouver donc une langue en commun. Cette langue en commun, elle constitue une clé sine qua non pour que s'instaure la confiance et la reconnaissance, mais pas que, bien entendu, pour être très pragmatique, c'est pour vous, professionnels du soin, identifier la symptomatologie du patient que vous avez en face de vous et poser votre diagnostic. L'intervention, donc, a priori, d'un interprète professionnel peut apporter, au-delà de l'outil de communication au sens strict, cet outil de reconnaissance et donc de promotion de la santé physique et mentale d'une personne. Et pour sa part, l'interprète professionnel pourra apporter à l'acteur institutionnel un éclairage sur éventuellement le cadre culturel de référence de son interlocuteur qui pourra permettre de faire son travail. Alors, il y a deux points que je voudrais aborder par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt dans l'après-midi. Je pense qu'il y a deux enjeux à cette question de la communication. La première, c'est la question de l'intégration par le soin. Je défends l'idée que l'accès à la langue et l'accès à l'interprétariat est un véritable vecteur d'intégration et quand ça se joue dans le domaine du soin, c'est un véritable vecteur d'intégration par le biais du soin. Alors, je sais qu'il faut tempérer et qu'il y a les questions des budgets et que la question de l'interprétariat professionnel, en tout cas de son coût, est très débattue et j'intègre tout à fait cette réalité. Je comprends qu'à l'hôpital, on puisse opter pour des situations intermédiaires, comme celle de pouvoir se reposer sur l'interprétariat, en tout cas les compétences linguistiques des équipes hospitalières. Par contre, je voudrais, en tout cas, inciter les responsables hospitaliers à réfléchir à la question de la préparation et de la formation de ces interprètes. Parce que parler une langue ne fait pas de soi un interprète. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et pour avoir fait un terrain sur la question il y a 5 ans, donc ça remonte à quelques années, je sais que les interprètes qu'on qualifie de bénévoles ne sont pas forcément préparés à l'exercice ni disposés à le faire. Et je sais quelles contraintes ça peut poser pour les équipes hospitalières derrière. Donc voilà, je délivre ce message. Communiquer, c'est en tout cas un des leviers centraux pour appréhender l'altérité. Et dernièrement, quelque chose qui se situe à la conjonction des deux thématiques que je viens d'aborder, celle du décentrage et celle de la communication, de la mise en place d'une bonne communication, c'est évidemment la question de la formation. Alors Ève Parier, en faisant l'ouverture de cette journée, disait que la question des budgets n'était pas forcément la question à discuter pour aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est difficile de l'éviter. Et la formation des professionnels à cette question de la rencontre, au travail avec l'interprète, la supervision éventuellement, c'est vraiment le meilleur outil de prévention pour passer du subir à l'accueillir. C'est la sonnette d'alarme pour moi. Pourtant, je vais très vite. Alors, je termine
Donc toute cette question-là, ça nécessite une formation, ça ne s'improvise pas. Y compris pour les interprètes, hein, et même les interprètes professionnels. Nous pouvons donc tous nous y former dès lors que nous acceptons de décaler notre regard et de faire un peu de place à l'incertitude, à la différence. Le reste, je pense, va de soi. Ce avec quoi je voudrais finir, c'est que ce rapport à l'altérité et ce que nous a, en tout cas, le cadeau de la rencontre avec l'autre, avec un grand A, c'est aussi toute une réflexion autour de l'éthique au sens large et de nos éthiques professionnelles respectives. Et je salue le travail des PASS en ce sens parce que c'est vraiment un terrain très riche pour alimenter cette réflexion. Je pense qu'on a la question de l'altérité et des bricolages qu'elle nous amène à opérer, parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que ça va de soi dans toutes les relations interhumaines. Elle nous oblige à sortir de l'éthique au sens universel du terme, avec ces normes de bienfaisance, etc., qui sont bien entendu nécessaires, pour aller à la rencontre de ce qu'un anthropologue américain, Paul Brodwin, appelle l'éthique du quotidien. L'éthique des soignants et ce qu'ils peuvent faire émerger du terrain et des situations de difficulté des rencontres, notamment en situation d'altérité. Et je pense que la rencontre avec l'autre, elle nous invite à ça, comme le travail des PASS autour de la rencontre avec l'autre, mais pas que. C'est-à-dire une invitation à assouplir les contours de l'intervention médicale en créant des espaces intermédiaires. Et il me semble que la PASS pourrait être qualifiée d'espace intermédiaire, comme nous au Centre Minkowska, on opère un peu en périphérie dans cet espace. Repenser la priorité des approches, d'une approche globale centrée sur la personne, je pense que vous avez compris le message, qui prennent en compte donc la part aussi des déterminants sociaux dont on aura parlé tout au long de l'après-midi, pour sortir de cette question de l'urgence et de la précarité, parce que ça aussi c'est une construction. Lors de l'AG d'ISM, nous recevions un politologue qui nous montrait que cette notion de crise, elle est là depuis 20 ans. Donc je ne sais pas si, à proprement parler, le mot de crise est adéquat et dans quelle mesure parler de crise et se trouver constamment dans des situations d'urgence ne nous déresponsabilise pas d'une certaine manière de la mise en place de dispositifs qui mériteraient d'être plus pérennes et de penser à une nouvelle société dans cette perspective de temps de la mondialisation. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Alors